À l'ombre du génocide à Gaza et des frappes en Iran, les colons israéliens amplifient leur violence en Cisjordanie. Trump signe un accord pour la paix au Congo, mais est-ce que les affrontements peuvent reprendre entre la milice du M23, la corruption et l'avidité étrangère? La culture laissée pour compte après les JO, le gouvernement s'attaque encore au régime des intermittents. Bienvenue sur Actu Réfractaire. En Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens atteint des sommets. On parle de tirs à balles réelles, d'intrusions dans des maisons, d'incendies criminels qui frappent des milliers de Palestiniens. Mais avant de rentrer dans le détail, on va juste rappeler que la Cisjordanie, c'est un petit territoire qui est coincé entre la Jordanie et les frontières de l'État israélien. En fait, ça date même de 1967, au moment où l'État israélien a annexé la Cisjordanie. Et depuis, les expropriations de la population palestinienne ont été de plus en plus fréquentes. Et parallèlement, l'État a offert l'impunité à des générations de civils pour aller s'installer sur le territoire palestinien. Ces civils, c'est eux qu'on appelle les colons. Et aujourd'hui, ils sont 500 000 en Cisjordanie. Et la violence qui accompagne leur expansion coloniale, elle peut aller du vol de bétail au meurtre, en passant par le harcèlement de la population. Et ces exactions, elles visent à anéantir tout espoir de création d'un État palestinien. Mais depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, la situation s'est aggravée comme jamais. Et oui, à ce moment-là, l'État israélien propose aux colons de devenir réservistes de l'armée. Concrètement, ça veut dire que l'armée va leur filer des armes et des uniformes gratos. Résultat, des milliers d'hectares de terre ont été volés aux Palestiniens de Cisjordanie. En tout, 1300 Palestiniens ont été chassés de chez eux depuis le 7 octobre. Et dans le même temps, au moins 941 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués par les colons ou les soldats israéliens. Donc aujourd'hui, les colons portent eux-mêmes des uniformes militaires et bénéficient du soutien actif du gouvernement israélien. Mais la colonisation de la Cisjordanie s'est encore accélérée ce mois-ci avec la guerre en Iran. Et oui, les extrémistes religieux du régime israélien profitent de cette période pour multiplier les attaques. Entre le 17 et le 23 juin, les Nations Unies ont recensé 23 attaques de colons. En tout, les colons israéliens ont pris le contrôle de 240 maisons pour expulser ou prendre en otage les habitants. Et face à ça, les Palestiniens qui jettent des pierres pour se défendre sont qualifiés de terroristes. Et en réponse à ces jets de pierres, les colons et l'armée, eux, ouvrent le feu. C'est exactement ce qui s'est passé mercredi dernier, le 25 juin, dans le village de Kafr Malik. Ce jour-là, un raid de colons israéliens s'abat sur les habitants avec une violence inouïe, et l'armée se joint à l'assaut. Résultat, 3 hommes meurent sous les balles israéliennes et 8 sont gravement blessés. Le lendemain, le jeudi 26 juin, le village en deuil organise les funérailles. Mais les colons israéliens repassent à l'attaque pour incendier des maisons et terroriser la population. Sauf que cette fois-ci, l'indignation est trop grande et les habitants du village repoussent les colons. On parle d'un vrai épisode de révolte populaire contre le régime suprémaciste de Netanyahou. Et ça donne une note d'espoir dans la situation dramatique de la Cisjordanie. Accord de paix ou accord de pillage ? Vendredi, un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été signé à Washington, sous l'impulsion de Donald Trump. Cet accord de paix, il est censé mettre fin à 3 décennies de conflit. Mais pourquoi les États-Unis s'intéressent-ils soudain à cette région? Pour les minerais. Car la RDC fournit 70% du cobalt mondial, mais aussi une partie importante du tungstène, tantal, étain et d'autres minerais essentiels pour nos téléphones et ordinateurs. C'est simple, hein, la RDC, c'est le seul pays au monde où on trouve quasi tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev. Et plus le temps passe, plus les produits technologiques, notamment nos smartphones, ont besoin de tous les éléments de ce tableau. Donc aujourd'hui, le grand territoire de la RDC est indispensable au capitalisme mondial. Et justement, selon Trump, l'accord facilitera l'accès des entreprises américaines à accéder aux minerais critiques de la région, même si les détails restent encore flous pour l'instant. Cet accord sert les intérêts américains face à la concurrence chinoise qui domine le secteur des minerais stratégiques dans la région actuellement. Mais que se passe-t-il vraiment sur le terrain? Eh bien, depuis 30 ans, l'Est du Congo vit un enfer et les morts se comptent en millions. Le groupe armé M23 contrôle désormais de vastes territoires, incluant Goma et Bukavu. Le M23 a des revendications pour la minorité Tutsi congolaise marginalisée. Et selon l'ONU, le M23 est soutenu par le Rwanda. Parallèlement à l'accord entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda mené par les États-Unis, le Qatar a mené un accord entre la RDC et le M23. L'accord prévoit
prévoit l'arrêt du soutien aux groupes armés, le retour des réfugiés et un mécanisme de sécurité conjoint. Sur le papier, ça semble très bien, mais par le passé, le gouvernement congolais a constamment renié les accords qu'il a signés. En fait, cet accord ne traite pas les causes profondes de l'instabilité, puisque le vrai problème, c'est que le Fonds monétaire international impose des politiques néolibérales aux pays africains en échange de prêts de capitaux. Résultat, les taxes sur les exportations et donc les moyens financiers des États africains sont très faibles. Les États sont incapables de résister aux ingérences étrangères et de satisfaire les besoins primaires de leur population. Alors, ils s'en remettent aux ONG pour les questions humanitaires, voire aux armées étrangères pour les questions sécuritaires, et ne sortent jamais de la dépendance. Mais bon, ne soyons pas trop pessimistes, hein. Ce nouvel accord, il peut servir la paix, au moins sur le court terme. L'Union africaine a salué cette étape importante. On verra si l'accord sera différent des précédents ou si on assiste juste à un nouvel épisode de la longue histoire du pillage organisé de la RDC. Bon, si le sujet vous intéresse et que vous voulez comprendre le contexte plus en détail, vous pouvez aller regarder la très bonne vidéo de Guillaume Florence sur le sujet. Une histoire politique de Kivu, de la colonisation au M23. Le gouvernement s'attaque encore à l'intermittence du spectacle. Alors, malgré ce qu'il voudrait nous faire croire, c'est loin d'être un privilège d'être intermittent. C'est un régime qui permet à celles et à ceux qui bossent dans la culture, les artistes, les techniciens, d'alterner des périodes de taf et des périodes indemnisées. Faut savoir qu'il faut faire 507 heures par an. C'est pas du gâteau. Mais c'est ce qui rend possible plein de métiers ultra précaires et saisonniers. Alors on entend souvent que certains s'en mettent plein les poches. Ouais, il y a des exceptions, des gens très connus qui touchent beaucoup. Mais la grande majorité, c'est pas le cas du tout. C'est des gens qui montent des décors, qui font les lumières, qui tournent dans des petits villages, qui font danser des mômes en centre social, qui animent des ateliers dans les écoles. Les chanteurs que vous aimez, les clowns que vos gamins croisent à la fête du coin. Eux aussi sont intermittents. Et là, avec la réforme, on durcit les règles, on casse le système. Résultat, des spectacles annulés, des festivals qui ferment, des lieux culturels qui se vident, et nous, pendant ce temps-là, on se retrouve encore plus seuls, chacun chez soi, scotchés à nos écrans, sans plus rien pour nous rassembler, nous faire vibrer, nous faire réfléchir ou rêver ensemble. En fait, casser l'intermittence, c'est pas juste une attaque contre des artistes, c'est une attaque contre ce qui nous relie. Et ça, c'est un choix de société. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des mouvements d'artistes qui se montent en ce moment. Mais ça, on vous en parlera bientôt. Et si vous avez des témoignages à nous faire remonter, venez en commentaire nous raconter. Et c'est là-dessus qu'on termine. C'était Nico, Deb et Monteur Décolonial à l'écriture qui était aussi au montage. Avec Betty, on s'est occupé du titre, moi je me suis occupée de la Minia et Antoine vous répondra en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la prochaine Actu Réfractaire.